Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Marion Maréchal. Merci mes amis. Merci pour votre accueil chaleureux. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir Eric, car je sais que tu nous regardes. Après 5 longues années d'absence en politique, de revenir pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle. Alors, puisque nous sommes entre nous, 8 000 personnes, 75 000 personnes en ligne et puis BFM en direct, nous allons jouer carte sur table. Nous allons jouer carte sur table tout de suite, car je sais que beaucoup s'interrogent sur le choix qui est aujourd'hui le mien. Pourquoi Zemmour? Pourquoi maintenant? Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Ça me rappelle des souvenirs dans le Sud, quelques années, ça. Je ne vais pas vous mentir. Il fut difficile de prendre cette décision. Mon passé politique, mes liens familiaux, mes responsabilités professionnelles n'ont pas rendu ce choix évident. Lorsque j'ai quitté la vie politique il y a 5 ans, je suis partie avec un sentiment de découragement. Avec l'impression que nous étions, malgré nous bien sûr, les idiots utiles de la sauvegarde du système. Chaque fois la victoire semblait inaccessible. Et quel que soit le score obtenu, le paysage politique restait désespérément figé. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible. Je suis Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Ce n'est pas une question de sondage. C'est une question de perspective politique. La politique, c'est une dynamique. C'est une relation de confiance qui se tisse avec les Français. Ce sont des passerelles qui se construisent. C'est une compétence qui s'affirme. C'est un souffle. En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Éric réussit à faire vivre chaque jour, en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs. J'en ai rêvé, et vous l'avez fait. Donner enfin une maison commune à la droite dite hors les murs. J'en ai rêvé, et vous l'avez fait. Mettre fin à 40 ans de division artificielle. Effacer la ligne rouge tracée par la gauche entre les fréquentables et les infréquentables. Et surtout,
balayer le terrorisme intellectuel du politiquement correct. Celui qui stérilise l'esprit, celui qui verrouille le débat, celui qui neutralise l'action. J'en ai rêvé et vous l'avez fait! Quand je vois plus de 100 000 personnes rassemblées dans un même élan, quand je vois ces millions de Français pleins d'espoir, quand je vois l'appel lancé pour la reconquête, je pense aux mots de Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand la France donne rendez-vous, on ne tergiverse pas, on y va, alors je suis là! Je suis là car je vois enfin l'opportunité de mettre un terme à la passe politique dans laquelle nous sommes enfermés depuis trop longtemps. Je veux parler de la cristallisation dans les urnes de nos fractures françaises, de nos terribles fractures françaises, entre oubliés des délocalisations et gagnants de la mondialisation, entre périphérie et métropole, entre boomers et millennials. Parce que nous sommes les défenseurs de la nation, nous avons la responsabilité, nous en particulier, de ne jamais opposer les Français entre eux. Ne rentrons pas dans le jeu de ce président qui a pour credo le mépris et comme arme la division. Celui qui parle des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Celui qui nous a forcés à choisir entre le policier et le gilet jaune. Celui qui nous a forcés à trier entre les vaccinés et les non-vaccinés. Il est grand temps que le mandat de ce président diviseur cesse. Et comme si cette néolutte des classes ne lui suffisait pas, il ouvre aujourd'hui la porte à la lutte des races avec l'idéologie woke. Cette idéologie dangereuse qui rejoue le couplet du dominant exploitant le dominé. Alors oui, bien sûr, la fable marxiste a évolué, puisque dorénavant, le patron capitaliste prend les traits du mâle blanc hétérosexuel, tandis que le travailleur exploité prend celui, de la minorité racisée, du musulman, du LGBTQI++, vers l'infini et l'au-delà. La Macronie n'a manifestement pas compris une chose très importante. Elle n'a pas compris que la nation, par essence, est une synthèse. Éric, c'est parce que tu mesures cette responsabilité que derrière ta candidature, il y a un grand mouvement populaire et national. Je vous regarde et je vois des Français des villes et des Français des villages, des Français des usines et des Français des start-up, des Français de 18 ans et des Français de 78 ans. Bref, je vois le peuple de France. Oui, nous sommes chez nous. Et c'est précisément ça, l'enjeu de cette élection. Je suis là, car l'enjeu de cette élection, c'est l'unité et la continuité du peuple français. Si nous ne faisons rien, dans quelques années seulement, nos enfants pourraient demain se réveiller dans une France qui porterait le même nom, mais qui ne serait plus la même personne. Je suis là car je suis, comme vous, convaincue que la question culturelle et la question démographique est une priorité. Sans identité, pas d'unité. Sans unité, pas de prospérité.
Sans prospérité, pas de puissance militaire ou diplomatique. Sans puissance, pas d'indépendance. Ainsi va la vie des nations. C'est pourquoi penser l'économie sans l'identité est une absurdité. C'est pourquoi penser la solidarité nationale sans l'identité est une absurdité. Vous connaissez tous notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, j'attire votre attention sur cet idéal de fraternité. Vous remarquerez qu'il est le seul de notre devise qui ne peut s'imposer par la loi ou par la seule volonté politique. Parce que la fraternité est un sentiment d'attachement, de compassion, d'empathie, que l'on ressent naturellement à l'égard de l'autre, dans lequel on reconnaît une part de soi. Ce que les Grecs appelaient la philia, l'amitié politique. C'est un sentiment merveilleux, mais c'est un sentiment fragile, façonné par des siècles d'histoire commune, de fidélité mutuelle, d'épreuves partagées, qui nous inscrivent tous dans cette grande lignée nationale. Un pays qui n'aurait plus de mœurs ou de culture commune. Un pays qui serait plongé dans l'amnésie historique ou dans la culpabilité. Un pays qui ne partagerait que des incantations républicaines. Ce pays-là serait condamné à la division, à la compétition des communautés, à l'égoïsme de ses citoyens. Et malheureusement, nous y sommes déjà en partie. Et pourtant la concorde est possible. Et vous en savez quelque chose ici à Toulon, puisque la devise de votre ville est Concordia parva crescunt. Les petites choses grandissent dans la concorde. Éric, toi et moi, à notre niveau, en sommes la preuve vivante. Nous n'avons pas la même origine, nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas le même parcours politique, nous n'appartenons pas à la même génération. Alors, quelle est cette force qui nous unit malgré tout? Quelle est cette force qui nous unit dans cette salle et bien au-delà, celle qui unit des millions de Français qui vibrent avec nous? Cette force, c'est l'amour de la France! Voilà ce que nos adversaires ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre, ce qu'ils caricaturent en repli sur soi, ce qu'ils méprisent comme un apanage du passé, ce qu'ils moquent en chauvinisme poussiéreux. C'est précisément ce qui nous permet de vibrer aux mêmes rêves, d'admirer les mêmes héros, d'épouser une mémoire commune et avec elle des goûts, une sensibilité, des croyances. C'est parce que nous aimons la France que nous avons pleuré devant Notre-Dame en flammes. C'est parce que nous aimons la France que nous sommes fiers du succès de notre armée, de nos entreprises et de nos sportifs. C'est parce que nous aimons la France que nous caressons les mêmes espoirs pour l'avenir de nos enfants. Cette âme, ce principe spirituel qu'est la nation, ne découle pas des bons sentiments, contrairement à ce qu'imaginent les naïfs. Elle n'est pas le produit de l'appel ingénu au vivre ensemble ou à la créolisation. Elle ne procède pas davantage de l'hymne permanent au respect ou à la tolérance. La Macronie pense acheter la paix sociale en promouvant la diversité culturelle et en déversant des millions dans les cités. Mais on ne fait pas un peuple avec une politique de la ville. On fait un peuple avec une politique de civilisation.
Et par le passé, nous avons réussi à assimiler des centaines de milliers de Français venus d'ailleurs, devenus de sincères patriotes. Et que ces gens-là ne doutent pas une seule seconde, parce qu'ils sont patriotes avec nous, ils sont nos frères, qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Alors comment avons-nous fait? Comment avons-nous fait? Eh bien, grâce à une politique sans compromis, grâce à une politique d'immigration restrictive, grâce à des lois fermes, appliquées sans trembler, grâce à une culture commune et à un modèle de référence valorisé, grâce à une école méritocratique. En somme, nous avions alors une politique de civilisation. Les nations, comme les organismes vivants, ne sont pas éternels. Et Gustave Thibon nous livre le secret de leur viabilité. Il dit « Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu de sa force, tel est le cycle de la vie d'un peuple. La France fut d'abord fille aînée de l'Église, puis héros de la liberté des peuples. Je vous le demande, où est passé aujourd'hui notre rêve français? Sommes-nous... Oh, vous me perturbez. Sommes-nous donc condamnés à être des orphelins oscillant entre nos souvenirs de musée et nos culpabilités de vieillards? Non, évidemment. Je vous pose la question. N'avons-nous plus de rôle à jouer en Europe et dans le monde? Bien sûr que si. C'est parce que le monde a besoin de la France. C'est parce que les Français à venir ont besoin de nous que la première reconquête à mener est celle de nous-mêmes. Cette reconquête qui passera par celle de nos esprits, de notre rapport au monde et de notre souveraineté. Vous le savez, lorsque j'ai quitté la vie politique, j'ai, avec une équipe, monté une école qui s'appelle l'ICEP. Parce que je crois que l'éducation sera le moteur du redressement, mais parce que je suis aussi convaincue que c'est à l'école que les esprits se forment. C'est à l'école que se joue notre rôle de puissance mondiale. C'est à l'école que se joue et que s'ouvrent les possibles de l'ascenseur social. L'école n'a pas vocation à former de parfaits petits progressistes, tolérants à tout et n'importe quoi, y compris à ce qui les menace. Elle n'est pas là pour former des élèves mûrs pour le déboulonnage de statuts d'hommes dont ils ne connaissent à peu près rien. Face à la concurrence de l'intelligence artificielle, face aux dérives du transhumanisme, l'école a un rôle fondamental pour protéger la singularité de l'esprit humain. Pour cela, sa mission première doit être de développer le propre du génie de l'homme, la conscience, le libre arbitre, l'esprit critique, la transversalité de l'intelligence, la culture, la recherche de la vérité, le goût du beau, le souci de la justice, tout ce que les robots et les algorithmes ne pourront jamais nous prendre. La France doit redevenir ce modèle éducatif et elle doit aussi éclairer le monde dans bien d'autres domaines. Car oui, le monde a besoin de l'éclairage d'une France protectrice de la dignité humaine face à la marchandisation des produits humains et de la reproduction, face à la confusion des sexes, face aux dérives eugénistes. Le monde a besoin d'une France capable de montrer un autre chemin économique dans le jeu de la mondialisation, autour du capitalisme industriel, de l'investissement souverain, du produire et du consommer local, de l'économie réelle plutôt que de la spéculation financière. Enfin, nous ne serons jamais totalement libres d'être et de rester nous-mêmes
si nous n'allons pas à la reconquête de notre voix et de notre souveraineté au sein de l'Union européenne. L'Union européenne qui est devenue un vaste camping pour migrants, une arrière-boutique pour produits chinois, un incubateur pour délires prétendument progressistes entre femmes voilées et hommes enceints. Mais surtout, l'Union européenne est un mensonge. Elle avait promis la prospérité économique et cette promesse n'a pas été tenue. Alors oui, ce sera la grande mission de la France et du prochain président de la République française que d'être la voix des nations et le fer de lance de cette refondation du projet européen. Liberté, exactement. Alors devant tous ces défis, j'ai envie de vous dire qu'appartenir ou avoir appartenu à tel ou tel parti politique n'est pas le sujet. Parce que les partis politiques n'ont jamais été autre chose et ne doivent d'ailleurs jamais être autre chose que des outils. Ils ne doivent pas être une fin en soi, encore moins une rente, bien évidemment. Alors en m'engageant à vos côtés, je ne décide pas de rejoindre un parti politique. En m'engageant à vos côtés, je suis le chemin de mes seules convictions pour construire, pour réconcilier, pour faire respecter, pour protéger, pour sauvegarder, pour transmettre. Alors, je le dis à tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur confiance et de leur soutien à l'époque, rejoignez-nous. À tous ces élus de droite qui doutent et qui au fond savent que la sincérité est de ce côté, rejoignez-nous. À tous ces Français qui n'y croient plus, qui pensent le combat perdu d'avance, ne désespérez pas, rejoignez-nous. Ensemble. Ensemble, oui, nous allons conquérir le pouvoir. Pas pour unir la droite, ça ce n'est qu'un moyen, mais pour unir la France, ça c'est notre but. Mes chers amis, le temps est venu de transformer nos espoirs en certitudes et nos volontés en actions. Le combat sera difficile, mais la liberté, comme la dignité d'ailleurs, se conquiert chaque jour par la lucidité, par l'effort, par le courage. Ces qualités, c'est vous qui les portez. Oui, c'est vous, la France des paysans et des ouvriers, des artisans, des employés, des commerçants. La France des soldats et des fonctionnaires, des entrepreneurs et des artistes. La France des Français de métropole et d'outre-mer et des Français venus d'ailleurs qui l'aiment pour elle. Cette France-là reste un grand pays à qui il ne manque qu'une volonté et un objectif pour briller de nouveau. Nous les lui donnerons. Nous les lui donnerons parce qu'impossible n'est pas français. Vive les Français et vive la France!
Merci.